L'année 2023 vient de terminer, puis j'ai pensé faire un pas de recul pour vous parler un peu de ce qui s'est passé dans notre gestion de portefeuille spécifiquement. C'est rare que j'en parle, puis je vais parler un peu comment on positionne par rapport à l'avenir. Mais juste vous rappeler là, qu'avant de faire le retour sur notre stratégie de sélection de titres, là, les titres, les secteurs que je mentionne, ça ne convient pas à tous les investisseurs. Consultez votre conseiller en gestion de patrimoine pour vérifier si ces titres ou les secteurs que je parle, ça convient à votre profil d'investisseur pour avoir vraiment une information qui est complète, qui parle des facteurs de risque sur ces titres-là, puis sur les secteurs. Quelqu'un qui traite avec nous, puis les clients qui nous connaissent, vous allez reconnaître, c'est que nous, on a différentes solutions de placement avec notre équipe. Là. Donc, on a un modèle qui est géré principalement avec Julien, qui est plus une macroéconomie. Il va utiliser des FNB ou des fonds communs à faible coût pour prendre des positions avec des convictions macroéconomiques pour faire d'arbitrage dans des tendances qu'on voit intéressantes. Il y a aussi un modèle de sélection de titres individuels que je co-gère avec Caroline, puis c'est là-dessus que moi, je me spécialise, puis c'est ce dont on va parler. On va parler aussi, on a aussi des offres évidemment de gestion obligatoire, de placement alternatif. Bref, c'est large. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment s'adresser à la sélection de titres individuels. Si on regarde 2023, on a une super belle année. Notre rendement a été au-dessus de 30 30,7 je veux juste nuancer comment on arrive à cette mesure-là. C'est que nous, on prend un large échantillon de l'ensemble de nos clients qui sont dédiés à ce modèle-là. Évidemment, il y a des imperfections avec les dépôts retraits. Donc, c'est un échantillon qui est très large. Dans le fond, c'est l'ensemble de nos clients, mais ce n'est pas parfait. C'est avant les frais de gestion, évidemment. Puis on le compare à notre indice que nous, on compare là, à peu près 35 le TSX, 35 le S&P 500, 20 le IFI, le marché international, puis 10 les pays émergents. Donc, quand on le compare aux indices, on a vraiment un rendement qui était très, très intéressant. Donc, on est très content. Le portefeuille, comment on fait notre portefeuille de sélection, juste pour rappeler à nos clients là, que moi, je gère depuis plus de 10 ans, c'est que c'est un portefeuille qui est concentré entre 25 à 30 positions. Donc, on met entre 1,5 à 6 dans chacune des positions. Fait que assez diversifié pour être dans plusieurs secteurs d'activité, mais assez concentré que si une idée de placement est bonne, ça bouge l'aiguille du radar. Puis ceux qui suivent justement notre chaîne YouTube vont reconnaître notre style d'investissement. On achète des entreprises. Fait que bonne équipe de direction, bonne marge de profit opérationnel, possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires, d'améliorer les choses, d'avoir un meilleur rendement sur le capital investi. Puis on garde vraiment nos compagnies pour le long terme, idéalement. Actuellement, si on regarde les secteurs d'activité, on ne veut pas parier sur un seul secteur d'activité parce qu'exemple, comme en 2021, quand les techs ont baissé, ça a affecté le rendement. Ça reste encore les technologies, c'est au 31 décembre, c'est encore la position la plus importante. Mais comme vous voyez, on a d'autres secteurs, on a du poids. Puis ça va vous donner un peu l'idée où on veut aller parce que cette année, il faut admettre que c'est vraiment les secteurs des techs et des titres de croissance qui ont eu la cote. Donc, dans notre portefeuille, au courant de tout 2023, puis encore aujourd'hui, on a du NVIDIA, DraftKings, puis Meta. On a essemé, réduit la position au fur et à mesure que la progression était forte parce qu'NVIDIA a un gain approximatif, là, 245 DraftKings aussi au-dessus de 200 même chose pour Meta. C'est vraiment ça qui a été le catalyste pour générer du rendement. Évidemment, on a d'autres grandes sociétés de technologie. On a Microsoft, Google, on a vendu notre Amazon. Donc, cette année, c'était quoi le constat? C'est que c'était encore, on parlait le Magnifique 7. On avait plusieurs sociétés qui faisaient partie de ce Magnifique 7, d'autres types de croissance qui ont vraiment propulsé le portefeuille. Puis comme vous avez vu dans les données, c'est beaucoup la première moitié de l'année qui a vraiment fait la différence par rapport aux indices par notre biais dans ce secteur-là. Donc, on a réduit nos positions, puis on a allégé. Évidemment, on n'a pas juste des bons coups. Cette année, on a aussi des mauvais coups. Moi, j'avais vraiment, puis j'ai encore une conviction d'investir dans l'énergie propre. L'enjeu qu'il y a, Northland Power puis Enphase Energy sont dans ce secteur-là, ça a vraiment été difficile. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas bien été? C'est que probablement les taux d'intérêt ont augmenté. Fait que Northland Power, qui est un utilitaire qui génère de l'électricité, quand elle avait fait des projets bien avant 2022, puis que son rendement sur son capital est de 6 pour aujourd'hui. Puis quand on voit les taux de 10 ans augmenter, ces rendements-là ne sont pas attrayants. Fait qu'ils ont des pertes à ce côté-là. L'autre point, c'est que leur coût de financement a augmenté. Puis il y a beaucoup de projets qu'ils ont. Northland, c'est un gestionnaire qui bâtit des projets d'électricité ou qu'ils ont de l'inflation au niveau des coûts. Si on regarde les manufacturiers de panneaux éoliens, ils ont vraiment des enjeux. Siemens a besoin du support du gouvernement allemand, une
grandes sociétés danoises avaient des enjeux. Fait qu'il y a une inflation de ce côté-là. Et ils ne peuvent pas nécessairement augmenter les prix de l'électricité. À mon avis, cette situation-là va se résorber dans le secteur éolien, mais il faudra qu'il y ait une hausse du coût d'électricité, surtout pour des projets en Europe. Donc, peut-être le secteur va revenir, mais je ne pense pas que c'est tout de suite. Enphase Energy, c'est une société qui installe des panneaux solaires pour capter l'énergie, la stocker dans une batterie. Elle peut la retourner dans des grilles énergétiques au besoin. Évidemment, elle a des prises pour les véhicules électriques. Les taux d'intérêt augmentés, les gens font moins de rénovation. Souvent, ça rentrait dans ces projets-là. Il y a une nouvelle gamme de produits qui sort, fait que je pense que les acheteurs attendent d'avoir le nouveau modèle. Puis deuxièmement, certains États comme la Californie ont revenu leur ristourne, leur subvention quand on retourne l'électricité dans leur grille énergétique. Donc, ça le nuit. Donc, on n'a pas une feuille de route parfaite, mais c'est les défis auxquels on a fait face. Je suis encore optimiste pour cette année. Puis comme je dis 2024, mais les prochaines années, quand on prend des positions, c'est pas sur ce qui va se passer dans les 24 prochains mois parce qu'honnêtement, il va y avoir des surprises qui vont influencer positivement et négativement la bourse. On ne le sait jamais. Mais ce que je crois, c'est que encore la technologie est intéressante, puis surtout l'intelligence artificielle, parce que là, on a vu un gros déploiement où les entreprises ont investi pour bâtir une infrastructure. Mais je pense que les prochaines années, on va voir les logiciels qui aident les développeurs en TI vraiment pour bien tirer leur épingle du jeu, ce genre d'entreprise-là de consultation ou de logiciels, parce que là, on va commencer à avoir des applications pratiques, puis les outils pour les déployer, je pense que ça va être intéressant. Fait qu'on a certains titres qui font partie justement de ce secteur d'activité-là que je crois qu'on a rajouté au portefeuille, des nouvelles idées de placement. L'autre point, on ne réalise pas à quel point le phénomène de ramener de la fabrication dans les pays développés, le fait de ramener ça ici aux États-Unis puis au Canada, c'est une tendance lourde. Puis plusieurs effets vont influencer le secteur manufacturier, les sociétés qui accompagnent les entreprises à être manufacturières à être automatisées, le secteur du transport. Il y a plusieurs niveaux que je pense que ça va révolutionner les choses. Ça va être vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a presque 17 % de mémoire dans le secteur industriel. Je crois beaucoup à ça. Puis derrière tous ces investissements-là, le fait qu'on veut décarboner l'économie, les matières premières n'ont pas eu la cote l'année dernière nécessairement, mais éventuellement, je pense que oui, parce que plusieurs matières premières seront nécessaires pour cette réindustrialisation puis pour décarboner. Puis le monde ne réalise pas, là. Un nouveau projet, là, mettre ça en ligne, là, ça peut prendre entre 5, je suis généreux, c'est entre 5 et 12 ans. Non seulement c'est ça, c'est que l'enjeu que tu as, c'est qu'il y a un enjeu de main-d'œuvre, c'est qui le talent, c'est qui l'équipe technique va pouvoir réaliser ça. Il faut aussi avoir les actifs, les terrains qui sont propices pour avoir des rendements intéressants. Pour aujourd'hui, ces projets-là coûtent au-dessus du milliard. Imagine une entreprise minière qui a un projet d'1 milliard puis qui vaut 1 milliard en bourse. Cette entreprise-là doit se diluer les actionnaires. C'est vraiment un défi. Fait que moi, j'explique ça, c'est qu'éventuellement, on a un narratif où il manque vraiment d'inventaire pour certaines matières premières pour justement accompagner où l'économie se dirige. Donc, qu'est-ce que 2024 nous réserve? Je ne peux pas le savoir précisément, mais je vois encore beaucoup dans le rebond du marché des secteurs d'activité qui n'ont pas nécessairement suivi à même degré que les magnifiques 7, ce rebond-là. Puis c'est vraiment des opportunités, à mon avis, pour investir puis pour avoir une année qui va être intéressante. Donc, c'est à suivre. On va s'en parler au courant de toute l'année. Puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.